l'innovation, ça implique quelque chose qui est le changement. Et cette question du changement, elle n'est pas simple, hein. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer d'explorer aujourd'hui, à partir à la fois de mes expériences et des travaux qui ont pu être réalisés là-dessus, et puis à partir de quelques références en psychologie sociale ou en psychosociologie, qui nous aident bien de temps en temps à nous caler et à éclairer un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans les établissements, dans les équipes ou chez les individus qui sont concernés par ces questions de changement. Je reprendrai bien volontiers le terme de créativité que Michel a utilisé tout à l'heure en disant qu'en effet, ce qu'on peut observer dans les établissements de formation, les établissements de formation continue, apprentissage et autres du ministère de l'Agriculture, c'est qu'il y a certainement de la créativité et il y a de la passion. Et ça, c'est un point fort qu'il s'agit toujours d'encourager, bien évidemment. Mais je dirais que, comme j'aime beaucoup l'enseignement agricole et que tous les gens qui sont ici le savent, il y a encore à faire. Il y a encore à faire pour aller un petit peu plus loin, et au moins sous 3 angles. Le premier angle, c'est d'étendre l'innovation. C'est une préoccupation souvent des équipes qui innovent ou des chefs d'établissement ou autres. C'est que tout le monde n'est pas concerné et une partie des acteurs ne sont pas concernés ou engagés dans ces innovations. Et puis un deuxième enjeu, c'est celui de la pérennisation. J'utilise ce terme, tout à l'heure Michel a utilisé continuité. Pérennisation, c'est parce que c'est une équipe engagée dans l'initiative CAPA qui s'inquiétait et qui avait fait beaucoup de choses très intéressantes et qui se posait la question, au bout de 2-3 ans, quand les équipes se renouvellent, comment on fait pour que ça dure, pour que ça se poursuive, et que ça se poursuive, je dirais, dans l'esprit dans lequel ça s'est construit. Et c'est vraiment un enjeu difficile. Et tout ça, ça oblige d'une certaine façon à organiser. Alors, des termes comme ça ne veut pas dire grand-chose, je vais essayer de le concrétiser. Hein. Mais organiser, pour moi, ça signifie que la première chose, peut-être, on a intérêt à rendre plus conscient, c'est-à-dire à amener davantage à la conscience avec des concepts, avec des mots, expliciter et rendre conscient ce qui se fait, et expliciter et rendre conscient ce que nous voulons faire. Beaucoup de choses dans la passion et la créativité se font, je dirais, avec l'idée que peut-être nous n'avons pas besoin d'organiser et de rendre systématique et rationnel ce que nous faisons. Eh bien si nous voulons étendre et pérenniser, si nous voulons organiser, nous devons aller dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu dans quel esprit je vais essayer d'apporter un certain nombre de choses. Et je vais guider moi-même mon propre PowerPoint. Alors, j'avais mis un titre, hein, et je vais plutôt le modifier en disant l'innovation pédagogique. Pourquoi, quoi et comment changer ? Parce que je crois que toutes ces choses sont totalement articulées les unes avec les autres. Hein, et donc, je vais partir, comme je vous l'ai dit, de quelques phénomènes et processus liés au changement pour les individus et les groupes. Je dirais, je resterai au niveau des équipes, au niveau des équipes de filière, au niveau des équipes annuelles, mais je n'entrerai pas dans le niveau des établissements ou des interrelations entre établissements, parce qu'on ne peut pas tout faire en une conférence. La première question qui pourrait se poser, et qui est absolument décisive, hein, qui renvoie au pourquoi. Donc, quelles sont les causes ou les raisons qui nous amèneraient à changer ? Et puis le pourquoi changer, le pourquoi but. Hein, et c'est vraiment très essentiel et je vais essayer de le montrer également. Hein. Qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui tire le changement, si on peut le dire de manière un petit peu plus familière ? Et je voudrais partir d'une idée très importante, parce qu'il y a beaucoup de discours sur le changement. Hein. Le changement serait toujours bien, toujours bon, tout le monde devrait changer, puis les autres, c'est des clampins et des rengards. Ben non, je crois qu'il y a une chose très essentielle, hein, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. Enfin, j'ai la profonde conviction de ça, puis il y a quand même un certain nombre de travaux qui le montrent. Et pour changer, ça suppose, comme le disait Michel Fayol tout à l'heure, des raisons, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous amènent et nous poussent à changer, et des horizons. C'est-à-dire vers quoi allons-nous et qu'est-ce qui va changer en mieux ? Qu'est-ce que ça va entraîner de mieux, d'un peu mieux parfois, tout simplement, pour soi en tant que travailleur du monde éducatif ou de formation, et évidemment, qu'est-ce que ça va changer au regard de notre mission, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer en mieux pour les élèves, les apprentis, les stagiaires. Et je pense que ces 2 points-là ne sont même pas toujours évoqués quand les gens se lancent dans des innovations. Et en tous les cas, on sait que pour la pérennisation et on sait que pour l'élargissement, on a absolument besoin de clarifier ces questions-là. Il est hors de question d'envisager l'idée qu'on va changer sans se préoccuper du pourquoi. Et dans les 2 sens que je rappelle, hein, j'ai été aussi formé à l'ergonomie, c'est-à-dire que tout changement
éducatif doit s'accompagner aussi d'une réflexion sur ce que ça produit sur le travail des enseignants, des formateurs, des chefs d'établissement, des personnels éducatifs et des personnels d'entretien autres. Parce que si on n'envisage pas ça, on sait que l'innovation sera de toute manière tout à fait provisoire et qu'elle demandera beaucoup trop d'efforts. Changer, ça entraîne de la déstabilisation et des efforts, on le sait. Nous le vivons tous, il n'y a que les hypocrites qui diraient le contraire. Et il y a des raisons pour ça. Ce n'est pas des questions morales, c'est que nos manières d'agir, que ce soit individuelles ou collectives, elles sont relativement, ou parfois beaucoup, efficientes. Nos habitudes sont efficientes. Nos manières de raisonner, nos manières d'agir, nos connaissances, nos compétences, elles sont disponibles, mobiles, elles sont robustes, elles sont résistantes, elles sont sécurisantes, familières et disponibles. Ça fait beaucoup de choses, mais si nous sommes compétents dans ce que nous faisons, c'est parce que nos habitudes ont été construites, travaillées, entraînées, et elles ont produit ça. Donc, ce sont des instruments efficaces dans un grand nombre de cas, et même quand ça bricole un petit peu et que ce n'est pas complètement efficace, je dirais que d'une certaine manière, ça assure une certaine familiarité et une certaine sécurité dans notre quotidien, et qu'à ça nous tenons parce qu'être déstabilisé n'est pas une situation très agréable. On ajoutera, mais je ne le développerai pas beaucoup, que nos manières de faire, nos habitudes de groupe, nos habitudes d'équipe, elles ne sont pas seulement des instruments, mais elles nous constituent un peu nous-mêmes. Nous sommes aussi un peu quelque chose de nos habitudes, ce que les spécialistes de l'identité développeraient beaucoup mieux que moi. Ce qui signifie que changer, c'est un peu comme apprendre. C'est entrer dans l'inconnu, dans quelque chose qui, ma foi, nous amène à prendre des risques. Michel l'a dit aussi tout à l'heure, c'est dans le rapport qu'on a établi, c'est oser. Il y a quelque chose de l'audace et de oser aller un petit peu plus loin. Et nécessairement, ça s'accompagne alors de l'enthousiasme du changement avec l'idée que ça ira mieux un petit peu plus tard, mais également du risque de perdre un certain nombre de repères et on va souligner ces choses-là. C'est important pour tous ceux qui conduisent le changement. Évidemment, les cadres d'abord, c'est important pour les coordonnateurs ou les leaders des groupes qui veulent changer, mais c'est important pour les individus. Et je crois qu'il faut absolument reconnaître l'idée que le changement n'est pas facile, que les habitudes sont aussi des forces et pas seulement des choses à transformer à tout prix. Donc, comme je le disais, les groupes sont des entités d'habitude. Et quelques rappels qu'on pourrait développer, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Un groupe, c'est un système de normes. Et parfois, les normes, elles sont extrêmement prégnantes pour aller vers le changement, mais parfois aussi pour rester dans ce qu'on est. Donc ça doit être travaillé, explicité, mis en évidence. Ça définit un sentiment d'appartenance, ce qui signifie que ceux qui s'engagent dans le changement, et quand ils s'y engagent trop seuls, risquent de courir le risque de ne plus appartenir au groupe, de ne plus être reconnus par les collègues, etc. Et d'office, ça devient un objet du travail, de l'encadrement, de l'accompagnement des membres des équipes pour que cette question des normes, du sentiment d'appartenance et de la pression de conformité qui peut s'exercer soit un objet de travail pour que l'innovation, le changement puisse se faire de manière un peu sereine et que la folie parfois des groupes et l'irrationalité des groupes ne bloquent pas les intentions et les buts des individus. Changer pour un groupe, ça signifie changer quoi ? Là, je ne donnerai que quelques mots. Ça suppose de changer les buts. Or, comme je le dis souvent, dans les milieux éducatifs et de formation, les équipes avancent, les équipes travaillent, mais parfois sans se poser beaucoup la question de quel est le but de l'équipe, quel est le but du groupe qui s'engage dans un travail, quels sont les buts auxquels elle tient, cette équipe ou ce groupe. Et la plupart du temps, les gens pensent qu'ils poursuivent le même but, mais qu'en réalité, les buts étant explicites, on s'aperçoit que chacun en poursuit des buts différents et que finalement le but collectif qui assurerait la cohésion, l'homogénéité et la direction du groupe n'est pas mis suffisamment en évidence. J'ai dû appuyer, voilà. Changer les formes de coordination et de relations habituelles, c'est pas rien, mais ça c'est aussi un objet de travail dans les évolutions et l'accompagnement du changement. C'est changer les rôles et les rôles de chacun des individus. Et puis surtout, et Romuald Normand en a un tout petit peu parlé, c'est ouvrir le territoire d'action de chacun. Or, on sait qu'en France, en tous les cas, le travail enseignant reste profondément individuel. Le travail enseignant ou formateur reste profondément individuel, mais
évidemment par nécessité, parce qu'on ne met pas 3 personnes par classe ou 3 personnes par groupe en permanence, mais aussi avec cette idée que personne n'a entré dans la classe et que chacun d'entre nous, comme professeur, formateur, a beaucoup de difficultés à accepter qu'il y ait des gens qui viennent regarder comment nous faisons. Et cette question d'ouvrir le territoire d'action de chacun est probablement un des enjeux fondamentaux des innovations et donc de la mise en œuvre de certains types de dispositifs et de conditions qui permettent de sécuriser l'ouverture des territoires et l'ouverture de ces territoires d'action aux collègues les plus proches, puis aux collègues un peu plus éloignés, puis éventuellement à d'autres équipes, à d'autres groupes et parfois aussi aux cadres et aux chefs d'établissement. Une question du changement, et là aussi Michel l'a rappelé tout à l'heure, hein, on ne change pas souvent par, je dirais, par une volonté extraordinaire de vouloir changer. On change souvent parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité. Dire ça, ce n'est pas seulement dire une évidence, c'est que quand on s'engage collectivement dans le changement, on a intérêt à identifier consciemment et de manière un peu rationalisée quelle impulsion nous mène. C'est-à-dire, d'où partons-nous systématiquement, d'où partons-nous? À partir de quels problèmes, de quels enjeux, de quelles difficultés, de quels écarts, quelles dissonances? Je donne tout un ensemble de termes qu'il faudrait expliciter, mais peu importe. À partir de quoi partons-nous? Qu'est-ce qui nous amène à éventuellement nous engager dans le changement et à nous y maintenir? Et nous avons intérêt à travailler ça quand nous nous engageons dans des questions de cette nature. Alors le plus facile souvent, c'est quand l'impulsion est prise en charge par l'extérieur. Il y a une bonne réforme, il y a une réforme, et puis, je voulais le dire comme on dit, il y a un bon coup de travail à faire, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une réforme, il faut s'y mettre, hein, et d'une certaine façon, il y a une prise en charge de l'impulsion par l'extérieur. Bon, en général, ce qui est intéressant à observer, c'est que les réformes, elles nous disent qu'une partie des choses. Des fois, on nous dit réformer le quoi. Des fois, on nous dit un peu réformer le comment. Il faudrait faire comme ceci, il faudrait faire comme cela, adopter telle pratique. Des fois, on nous dit un peu le pourquoi, mais assez rarement. Et le pourquoi but est énoncé en termes généralement très généraux, ce qui fait que les équipes, en tous les cas, les groupes, les individus, ont à retraduire tout ça et en faire quelque chose de concret. Alors, il faut se méfier et il faut faire attention. Et là, on s'adresse aussi à la dimension politique, donc à la DGER. C'est que, attention à toutes les prescriptions, aux idées, aux paroles, dans lesquelles ce qui a priori serait le comment. Alors, on a 2 exemples absolument nombreux. Hein, je ne les ferai pas parce que je les ai déjà faits en dessin dans d'autres circonstances. D'abord, faites du numérique. Donc, c'est du comment. Ou individualisé. Ou faites du cours inversé. Alors, des solutions comme ça, il y en a partout. C'est-à-dire que le comment, voilà comment faire, et ce sera de l'innovation. Évidemment, là, il faut, comme disait Woody Allen, on a la solution, maintenant cherchons les problèmes auxquels ils répondent. C'est donc relativement difficile comme question pour les équipes, et on met dans l'embarras quand on lance des choses où le comment, par exemple, cherche d'abord à s'imposer, sans que le pourquoi, c'est-à-dire l'intention, l'impulsion, la politique, le bien social, ou des choses de cette nature, par exemple, mènent les choses, et puis les résultats des recherches aussi, qui sont quand même relativement intéressantes, qui nous disent des fois que le comment, il a l'air joli, mais qu'en fait, il n'est pas si utile ou si nécessaire que ça au problème qu'on veut résoudre. Donc je reviens à ma question du départ et de l'impulsion. Hein. Il faut des constats. Pour faire un constat, il faut penser. Il faut faire un diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut passer au niveau, non pas d'un constat du ressenti, parce qu'on part souvent d'un constat de ressenti. Hein. On sait bien comment les équipes nous appellent. Ça ne va pas, on ne sait pas trop, on a envie de changer des choses, etc. Puis évidemment, on passe ensuite à une analyse un peu rationalisée, qui est toujours quand même valable pour faire un certain nombre de choses. Il y a des constats de type difficulté, embarras, problème que vous connaissez bien. Et puis il y a des problèmes du côté du métier. Ce qui motive ou ce qui fait l'impulsion de l'innovation souvent, peut être la lassitude, la démotivation, le besoin de relancer son intérêt, le besoin de se remobiliser, le besoin de ne plus être tout seul dans l'établissement. Il faut être attentif aux 2 aspects. Il y a bien des dimensions qui sont des dimensions de la mission, auprès des élèves et des publics, bien évidemment, puis auprès de soi-même. On a besoin de se relancer parce que chacun d'entre nous, dans sa carrière, dans sa vie personnelle et professionnelle, a besoin de changement, au sens où ce changement, il est nécessaire pour pouvoir retrouver de l'enthousiasme au travail, de la motivation, de la mobilisation et de la satisfaction. Et puis, il faut une chose importante. Une fois qu'on en a fait le constat, qu'il y a des choses à changer, et là, c'est vraiment, en tant qu'accompagnateur de certaines équipes, c'est assez troublant,
Et pourtant, on est pareil quand on est nous-mêmes dans les équipes. On sait qu'il faut changer les choses. On l'a bien analysé. On sait qu'il y a des problèmes et puis qu'il y a même des solutions. Mais il faut qu'on se persuade, d'une certaine manière, ou qu'on soit convaincu que changer de pratique individuelle et collective va vraiment répondre à la question. Donc cette étape-là aussi est nécessaire, ce qui suppose qu'on soit capable d'analyser et de connaître, d'analyser et de comprendre pourquoi certains changements et pourquoi certaines pratiques pourraient entraîner des changements positifs. Et c'est là qu'on observe aussi un besoin très important de formation, de connaissance et de compréhension. Les enseignants et les formateurs, je trouve, ont une sorte d'aspiration à comprendre et à apprendre. En revanche, ils ont peu une aspiration à se former. Parce que souvent, les formations ne répondent pas beaucoup à ce qui les intéresse. Et l'idée que tous les accompagnements du changement et tous les accompagnements de l'innovation doivent penser la question de l'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de la bonne volonté, pas seulement de l'analyse entre soi, mais aussi de trouver les ressources en termes de connaissances qui permettent de comprendre que certaines pratiques pourraient amener à changer et à changer dans le bon sens, c'est-à-dire d'obtenir les résultats attendus. Dernier point, constat, ressenti, échangé, analysé et partagé. C'est une évidence, mais j'insiste sur analyser, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Analyser, ça veut dire passer au moment de la réflexion, d'une analyse accompagnée, d'une analyse systématique. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'expérience me montre que quand on accompagne, et il y a quelqu'un qui peut sourire ici, parce que c'est peut-être ceux que j'ai accompagnés le plus longtemps, on sait souvent, les professeurs sont réunis, ils expliquent plein de choses qui se passent, ils expliquent plein de problèmes, ils ont plein d'idées, plein d'analyses, et d'un seul coup, on est totalement submergé par la profusion d'idées, d'émotions, de buts, d'intentions qu'on pourrait avoir. Or, on est obligé de passer par une phase de rationalisation, d'identification, de sélection, etc., pour arriver à poser proprement un problème. Et nous ne savons pas poser proprement des problèmes dans la plupart des réunions pédagogiques que nous faisons la plupart du temps. Alors, vous connaissez, les collègues de Florac le feraient mieux que moi, il y a un certain nombre de réactions courantes que nous manifestons. Ça, c'est le kiné qui me l'a dit ces derniers mois, j'ai été obligé d'y aller plusieurs fois. Et on croit toujours que ça va passer. Donc on a un peu mal, on a un peu machin. Puis il dit non, ça passe pas dans la plupart des cas. Donc, je l'ai repris parce que ça se dit ça va passer, ça va s'arranger, c'est exceptionnel. L'année prochaine, ils seront mieux les élèves. Ça passera. Les difficultés scolaires, c'est provisoire. Du mal. Donc on minimise et on atténue les problèmes. C'est rigolo ça, parce que ça se passe quand les équipes s'engagent. Les équipes s'engagent, ils sont pleins de passion et tout. Puis à un moment donné, quand même, peut-être que ça va passer, c'est pas la peine d'aller un peu plus loin, on le fera l'année prochaine. Donc ça, il faut résister à ça, mais peut-être le formuler. Après, on maximise et on dramatise. Oh là là, il y a tellement de problèmes à résoudre et c'est tellement compliqué, on le fera pas. Ou alors, évidemment, on externalise les problèmes. Et ça, c'est souvent très juste. Par exemple, si on accueille des élèves en difficulté scolaire dans l'enseignement agricole, ce n'est pas de notre faute. C'est peut-être pas la faute des autres non plus, mais quand même, il y a quelques responsabilités à l'extérieur. Mais si on dit que c'est la faute des autres et de tout ce qui s'est passé avant, on ne fait plus rien. Donc la question, c'est de dire, malgré l'état de difficultés dans lesquels certains élèves entrent dans l'enseignement agricole, il faut bien y faire quelque chose. Bien. Alors, le but, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter beaucoup, mais insister sur qu'est-ce que nous attendons, quels changements vont être satisfaisants pour les élèves, les apprentis et autres, donc pour la mission, et quels changements vont être satisfaisants pour soi et pour le groupe. C'est très important de définir tout ça, parce qu'on va voir à quoi ça nous sert. Là, c'est un doublon. Je réinsiste là-dessus, parce que ça suit les préconisations du comité évaluation. Si on ne définit pas clairement ce que nous attendons, ce que nous visons, ce que nous voulons, si nous ne sommes pas capables de les formuler, et de les formuler d'une certaine manière institutionnellement, en définissant proprement nos objectifs, nous n'allons pas pouvoir les mener à bien. Nous n'allons pas pouvoir sélectionner et choisir les manières de résoudre les problèmes. Et nous n'allons surtout pas pouvoir mener ce qu'on a dit à plusieurs reprises depuis ce matin, procéder à cette auto-évaluation si nécessaire, pour pouvoir pérenniser. Deuxièmement, cette idée de définir précisément ce que nous voulons faire, il y a quelque chose qui est très connu dans les apprentissages, en tous les cas, ou dans l'engagement dans des projets,
c'est que nous avons besoin d'étapes intermédiaires. Pour avoir des étapes intermédiaires, nous devons définir des étapes d'avancée de notre projet. Et la meilleure manière de décider et de trouver des étapes d'avancée du projet, c'est de définir des critères de réussite intermédiaires. Pas nécessairement beaucoup. Quelques critères, quelques indicateurs, et d'observer ou de mettre sous observation ce que nous faisons et les résultats que nous obtenons pour deux raisons. Réguler notre action et voir si nous continuons, si nous modifions ou si nous poursuivons comme nous avons commencé. Mais surtout, c'est un deuxième point essentiel, c'est qu'il n'y a rien de plus motivant que de constater que ce dans quoi nous nous sommes engagés commence à produire des effets. Ça réduit fortement, en tous les cas, la démobilisation. Et ça, c'est un facteur de maintien dans l'engagement qui est très connu depuis très longtemps. Alors, je continue un petit peu sur mon changer quoi, pourquoi et comment. Quoi changer ? Alors, je ne vais pas entrer dans le débat du contenu ou du pédagogue, tout ça, ça ne sert à rien. Je dirais que le quoi changer n'est pas simple. Et je dirais là, nous avons intérêt à penser la question du changement et de l'innovation comme une expérimentation. Alors, attention, expérimentation, je le prends dans le sens scientifique, dans le sens de l'expérimentation sociale, comme John Dewey, par exemple, ou les pragmatistes. Et pas au sens un petit peu institutionnel que nous utilisons comme expérimentation. On y revient, je résume un peu ce que j'ai dit auparavant. Qu'est-ce qui est l'objet de problèmes, de résultats insatisfaisants, de malaise ? Deuxièmement, nous avons à définir ce que nous voulons. Et ça nous oblige à tout un ensemble d'activités. Je l'avais écrit quand on avait travaillé sur ce beau projet de la difficulté scolaire il y a quelques années, qui avait donné lieu à un petit bouquin qui s'appelait « Apprendre à sa mesure ». Quand on commence à analyser les difficultés scolaires pour un groupe ou par un individu, les difficultés scolaires dans leur ensemble, on s'aperçoit que généralement on en trouve. Le plus on avance, le plus on en trouve, parce que souvent elles sont combinées, elles se masquent, elles se mélangent, elles se combinent. Ce qui suppose un travail de désintrication, d'analyse au sens premier. Et ce qui suppose ensuite un travail de sélection. Nous ne pouvons pas tout résoudre en même temps. Toutes les équipes que j'ai accompagnées ont un défaut profond, c'est qu'ils veulent tout changer en même temps. Ils disent « Ah ben oui, tiens, on va faire ça avec les élèves, et puis si on fait ça, peut-être que ça permettra de résoudre aussi les problèmes de climat. Ah ben oui, puis peut-être les problèmes d'absentéisme. Ah ben oui, puis peut-être qu'avec ça, on va mobiliser les autres collègues. Ah ben oui, puis peut-être qu'on pourrait en parler au lycée d'à côté, parce que eux, ça les intéresse sur un autre plan. Puis d'un seul coup, on a une profusion de buts. Et puis évidemment, comment voulez-vous atteindre tous ces buts ? Et comment voulez-vous rendre compte de ce qui a été atteint vis-à-vis de ces choses-là ? Donc ce travail-là, que je dis rapidement, désintriquer, distinguer, sélectionner, hiérarchiser, suspendre les jugements hâtifs, pour définir enfin quelques objets fondamentaux, ce à quoi nous tenons, ce qui est essentiel et qui va faire l'objet de la transformation et de l'innovation. La recherche de solutions. J'ai un formidable souvenir de deux analystes de pratique avec des directeurs adjoints. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils ne sont pas mauvais, pas ça, il disait souvent ce qu'on fait, on cherche la solution au plus près. Donc si quelqu'un dans l'équipe a une solution, on la met en place. Puis sinon, on regarde dans notre environnement immédiat du lycée s'il n'y a pas un truc qu'on connaît qui permettrait de résoudre le problème qu'on n'a déjà pas bien identifié. Et puis ensuite, deuxième chose, comme il disait, souvent on met la solution en place, puis au bout de quelques semaines, si ça ne marche pas, on va en arrière. Mais alors si ça ne marche pas, sur quels critères, on ne sait pas trop. Et puis si jamais ça marche, on continue. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est un peu la politique, je dirais, de conduite des transformations. C'est en aucun cas une condamnation. Parce que quand les directeurs adjoints analysent ça entre eux, d'un seul coup, ils prennent conscience de tout ça et vont mettre évidemment autre chose en place. Donc, ça nous met face à des obligations qui sont très classiques. J'ai rien de nouveau dans ce que je dis. Quand on recherche les solutions, il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'anticipation des conséquences des choix. Sur les élèves, sur les apprentis et sur les autres. Mais aussi sur l'équipe et sur l'environnement. Parce que si on n'identifie pas ça, on se lance dans certaines choses et les conséquences nous retombent sur le nez assez rapidement. Donc là aussi, c'est un travail de rationnel, je dirais, de la raison, parfois qui freine éventuellement un petit peu la passion, mais qui permet éventuellement d'aller plus loin et d'y aller un petit peu plus longtemps. Alors, définir l'action, les critères d'évaluation, je viens d'en parler, et la mise sous observation, qui est une chose parmi les plus difficiles que les gens sont prêts à faire. C'est-à-dire, on met en place quelques critères, on se dit, tiens, on va regarder la différence entre le mois 1 et le mois 8, et puis, oui, on a oublié. Donc, ça suppose
un accompagnement, je dirais, s'auto-donner un petit système de contraintes et d'efforts pour le faire, parce que peu à peu, cette habitude peut être prise et peut permettre d'aller à nouveau un petit peu plus loin. Alors, je l'ai dit là sur les obstacles, hein, partir des solutions disponibles, se fixer sur un problème ou un ressenti trop saillant, et puis ce que j'ai dit auparavant, hein, vouloir faire d'une pierre, même pas deux coups, hélas, souvent vouloir faire une pierre d'un coup, s'arrêter dès le premier accroc, etc. etc. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai pris. Encore 3 minutes, et ben je vais passer la fin. J'ai 2 parties, donc je vais passer le troisième tiers, si tu veux. Comme tu veux. Eh bien, midi moins 5, on essaye d'aller un petit peu plus vite. Changement collectif et question des équipes. Et la question des équipes. Là aussi, je vais dire une chose qui peut paraître évidente, et malheureusement, excusez-moi si c'est évident pour vous et si vous avez réglé le problème, mais ça ne va pas de soi. On dit qu'il faut travailler ensemble, il faut faire du collectif, il faut que les gens travaillent en équipe, etc. Ah ben ça, on le dit. Mais qu'est-ce qui nécessite profondément et structurellement le fait qu'on a à penser le collectif ? Le travail d'enseignement et de formation, moi je connais beaucoup de milieux professionnels et beaucoup de situations de travail, et je l'ai souvent dit, donc excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, il y a un paradoxe du travail d'enseignement, en tous les cas une tension, c'est que c'est profondément individuel, et il ne faut surtout pas dire que le travail d'enseignement, par exemple, ne devient plus individuel. C'est pas vrai, c'est une escroquerie ça. Nécessairement, l'enseignant, le formateur, à certains moments, il est tout seul. Il est tout seul avec les élèves, les autres et tout. Et en même temps, il est profondément collectif. C'est une difficulté à se représenter pourquoi il est collectif. Mais les collègues qui accompagnent les équipes ici, notamment des Luther, mais des autres établissements aussi, on voit bien comment la prise de conscience que le travail est collectif par les individus qui composent les équipes ne va pas de soi. Pourquoi il est collectif ? Ben, tout simplement parce qu'un enseignant, c'est tout bête, hein, si on prend l'usager, l'enseignant, il intervient avec d'autres enseignants sur un usager unique, et donc il est bien pris dans un processus de travail, et un processus qui a des effets, un travail individuel qui a des effets sur le travail des autres. Il a des effets sur le travail des autres, il doit se coordonner, se combiner au travail des autres, et les différentes actions qui se réalisent auprès de l'usager, l'usager pour moi c'est très noble, hein, auprès de l'usager, produisent des effets qui sont soit convergents, soit divergents, soit en tension. On connaît très bien cette question-là. Quand on fait travailler les équipes ensemble, et notamment par des petits exercices où les gens ont à mettre ensemble, à construire leur programme ensemble, on voit bien comment les différents formateurs ou professeurs découvrent le travail des autres, découvrent ce qu'ils doivent faire, leur discipline, leurs objectifs, ce qui relève de leur mission dans le référentiel, etc. Et c'est parce que c'est une activité de coordination, l'enseignement, qu'elle est collective. Et c'est bien pour soi qu'on doit se préoccuper du collectif. Donc l'activité de chacun dépend des conditions des autres. C'est ce qu'on dit quand je dis interdépendant. Si je le répète, ça paraît une évidence, mais je le dis, ce n'est pas une évidence parce que on le sait comme ça, mais ce n'est pas en conscience. Et ce n'est pas en conscience pour l'action. Bien sûr, il peut y avoir des changements et des innovations individuelles. Ça existe et il y en a des super, on l'a vu au mois de juillet dans la réunion sur la pédagogie et l'innovation pédagogique en Bourgogne-Franche-Comté. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas trop changer sans les autres. Si on change sans les autres, ce qu'on change, ça va déstabiliser le reste. Ou alors, si on se met à changer sans les autres, il est clair que les autres ne vont peut-être pas trop apprécier. Surtout, ils ne savent ni le pourquoi, ni le comment, ni le quoi. Alors, peut-être j'abrégerai sur les quelques facteurs pour accompagner le changement, mais il y a une période de transition. Moi, j'aime bien une image, hein, c'est que quand on change les habitudes, c'est pour créer de nouvelles habitudes. Parce que si nous ne créons pas des habitudes nouvelles, nous ne sommes pas compétents. Nous avons besoin de nous approprier les nouvelles manières de faire, de les intégrer et de faire qu'elles soient comme des routines, des compétences disponibles immédiatement, robustes, solides et qui nous rassurent. La période de transition est fondamentale. C'est pour ça que les gens aiment être accompagnés. Alors, je vais passer sur quelques diapos parce que je les ai déjà présentés souvent, mais on a beaucoup ce que j'appelle des rassemblements dans les établissements, c'est-à-dire des gens qui travaillent les uns à côté des autres et pour les mêmes élèves, mais ce n'est pas pour autant qu'ils constituent des équipes. Donc je dirais souvent, le premier changement ou la première innovation, c'est de transformer les rassemblements, les groupes, en équipes. Je ne vais pas trop reprendre ça, mais vous l'aurez par ailleurs. Alors,
il y a un ensemble de... parmi les conditions du changement, je crois qu'il y a des choses qui relèvent plus particulièrement de l'encadrement et de l'environnement de travail de ceux qui sont engagés dans les innovations. Sur quoi comptent ceux qui s'engagent dans les innovations à propos de leurs encadrants? C'est que ces encadrants soient prêts à mettre, et assez rapidement en place, les changements environnementaux du travail, les changements organisationnels et institutionnels nécessaires pour que ceux qui s'engagent dans des innovations, des fois pas faciles à réaliser, puissent se faire sans qu'en plus ils aient à se préoccuper de l'environnement institutionnel et organisationnel. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, tout groupe et tout individu a besoin de soutien et de reconnaissance, et notamment de soutien et de reconnaissance des avancées réalisées. Ça ne marche pas souvent quand le chef d'établissement, le directeur adjoint, le directeur du CFA ou CFPPA se désintéresse des choses, soit parce que ça ne l'intéresse pas, soit parce qu'il dit « je préfère les laisser seuls ». On ne peut jamais complètement se désintéresser du soutien et de la reconnaissance. Même si vous adoptez de manière stratégique et légitime un retrait, travaillez là-dessus, c'est une demande, c'est un besoin qui est réitéré sans cesse. Une chose très importante, c'est l'explication et l'explicitation des changements opérés par une équipe auprès des autres acteurs. Et même en le faisant, souvent, ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qu'on observe très souvent? C'est qu'une équipe se lance dans des changements et aussitôt, cette équipe occupe une position un peu marginale, un peu étrange. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'ils font ça? Qui c'est celui-là, comme on se rappelle dans une ancienne chanson? Et il faut donc le soutien de l'établissement, le soutien de l'encadrement pour expliquer, expliciter, montrer qu'ils ne sont pas dangereux. Montrer qu'ils ne sont pas dangereux au sens de déstabiliser, déranger, amener à l'obligation de transformation des autres. Il faut protéger les autres de ce changement ou de la crainte de ce changement et protéger l'équipe de ce changement engagé. Donc il y a bien protection du groupe vis-à-vis de l'extérieur et parfois protection de l'équipe vis-à-vis d'elle-même, mais là, je n'entrerai pas trop sur ces questions-là. Le temps, on l'a évoqué, et le temps et le maintien dans les orientations choisies. Il y a trop d'abandon provisoire. On ne peut pas savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne tant qu'on ne l'a pas mis au moins en place une deuxième, voire une troisième fois. Sinon, c'est one shot, comme on dit aujourd'hui, ça ne nous dit rien du tout. Parce qu'il y a tellement de variables qui ont fait que ça a pu marcher ou pas marcher, que ça ne nous apprend à peu près rien du tout. Et puis je voudrais terminer par une chose essentielle et qui rejoint la question sur les organisations apprenantes, mais qu'on a dans la notion d'établissement formateur, c'est qu'on ne prend pas soin des nouveaux. On ne prend pas suffisamment soin des nouveaux. Or, une des difficultés de pérennisation tient précisément au fait que l'arrivée d'un seul nouveau membre dans un collectif est de nature à déstabiliser le travail du collectif. Pas pour des raisons un peu psychologiques de bazar qu'on pourrait souvent attribuer à le nouveau ne s'intègre pas, des trucs comme ça, mais pour des raisons bien structurelles. Pour que le nouveau puisse s'intégrer, il faut qu'il partage, comme on l'a dit tout à l'heure, les buts, qu'il comprenne les intentions, à savoir le pourquoi, qu'il comprenne les raisons qui ont amené telle équipe à instituer telle manière de faire, qu'il comprennent le comment on s'y prend et le pourquoi on s'y prend de telle manière, qu'ils puissent être aidés pour transformer ses propres pratiques et les ajuster aux pratiques actuelles de l'équipe. Sinon, qu'est-ce qu'on observe? On observe des nouveaux qui sont complètement largués, qui ne comprennent rien du tout. Déjà que c'est difficile d'être nouveau, même quand on est expérimenté, mais en plus ils sont largués par rapport aux nouveaux de ce qui se passe dans l'équipe. Ça a un avantage. Ça a un autre avantage, c'est qu'on intègre les personnes, mais que ça oblige, et que ça amène l'équipe d'ailleurs qui est volontaire, souvent dans la plupart des cas, quand on explique ça et qu'on en fait un but, ça amène l'équipe à reformuler, à réexpliciter, à se remettre d'accord sur son cadre, ses buts, ses intentions, ses manières de faire et les raisons pour lesquelles il le fait. Voilà, j'ai passé quelques diapos, vous les retrouverez sur le site Pollen, qui est un excellent site, quand vous vous y glisserez. Merci. Est-ce qu'il y a spontanément quelqu'un qui souhaite intervenir pour
François. François Guerrier d'AgroCampus Ouest. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des dynamiques de recherche-action collaborative pour justement accompagner les changements et pour pouvoir faire des choses qui ont l'air éminemment compliquées. Et voilà, qu'est-ce que ça implique selon toi ? Je suis obligé de faire un détour, et là, c'est pas pour paraître intellectuel, hein, mais parmi mes références intellectuelles, il y a les pragmatistes, et notamment John Dewey. Et John Dewey, quand il parle de l'enquête ou quand il parle de l'expérimentation, il dit une chose fondamentale, il dit qu'il n'y a pas de différence de nature, il y a des différences de degré entre l'enquête, la réflexion, la rationalité scientifique ou la rationalité ordinaire. Et je pense que ça, c'est une forme de réponse. C'est une forme de réponse à ce que tu dis, c'est-à-dire que des recherches, actions collaboratives, interventions, il y en a tellement de genres différents que je dirais que c'est évidemment un moyen de se former. Sauf qu'une partie des conditions du travail de l'enseignant ou du formateur, en termes de temps disponible, etc., d'une part. Deuxièmement, en termes de familiarité et d'envie de se lancer dans des démarches dites de recherche-collaboration ou de recherche-action, quand c'est trop proche, et je crois que quand c'est trop proche des préoccupations des chercheurs, pose un certain nombre de réserves, je trouve assez légitimes, de la part des acteurs. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais de John Dewey, c'est-à-dire qu'on peut avoir des démarches qui sont rationnelles, intelligentes, informées, dans lesquelles les gens vont aller chercher de l'information, ils vont raisonner, ils vont suspendre leur jugement, ils vont faire des hypothèses et les tester. Quelques éléments quand même, je dirais, de démarche scientifique. Ça, c'est tout à fait intéressant et ça intéresse nos collègues de tous les établissements. En revanche, parfois, quand les méthodes extérieures, et je crois qu'il y a eu un certain nombre de... C'est Catherine Perrotin qui le disait à propos d'un certain nombre de mises en relation d'établissements avec les équipes de recherche, dans le cadre d'ELEA, à certains moments, il n'y a pas compatibilité. Alors, en revanche, évidemment, si on revient à ta question fondamentale, l'idée que si on se met à réfléchir, si on se met à suspendre son jugement, si on se met à travailler pour analyser proprement un problème, si on se met à aller chercher des ressources pour comprendre, si on invite des gens qui vont nous aider à comprendre, si, etc., c'est sûr qu'on apprend. Puisque c'est même, je dirais, la combinaison des conditions fondamentales de l'apprentissage. Et dans ce cas-là, en effet, ce type d'intervention, ce type de conditions de recherche collaborative, de recherche-action, va produire ces effets-là. Mais j'ai tenu à mettre d'abord la première réserve, et je me permets, puisque j'ai le statut, moi, d'enseignant-chercheur, de dire, attention, ça fonctionne quand c'est au service des besoins, des attentes, des envies, des difficultés et des conditions des établissements qui s'engagent dans ces choses-là. Le monde n'est pas le champ d'application des chercheurs. Merci Patrick. Une autre demande de prise de parole, question et intervention. Bonjour, Nicolas Petit, directeur d'un EPL et représentant de l'association des directeurs et directeurs adjoints. C'est plus une réflexion. C'est assez symptomatique. À chaque fois qu'on parle d'innovation, on parle de problème. Voilà. Je trouve que positivement, alors je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'innovation, donc je me permets de cette réflexion. L'innovation, c'est pas, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et pour moi, on ne devrait pas parler de problème, on devrait parler d'aléa. C'est un aléa de notre métier, de rencontrer une difficulté et de pouvoir y répondre. Voilà. Et je trouve que ça renvoie aussi à ce que devrait être le développement de notre métier, en tant qu'enseignant ou en tant que pédagogue. Et ça renvoie à un niveau supra, à la notion de développement que doit être un EPL. Les relations entre ce qui se passe dans les expérimentations, exploitations ou sur les ateliers, et qui doivent être des supports pour permettre aux enseignants de pouvoir explorer d'autres définitions de la transmission de l'apprentissage, aussi bien individuellement que collectivement. Voilà une réflexion. Et je trouve que la notion de problème devrait être remplacée par la notion d'aléa. Voilà. Puis je ne développe pas plus sur ce qu'est un problème et un aléa. Merci. Bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Je sais bien que j'ai conscience, quand je présente les choses comme ça, avant même de les présenter, que l'objection peut être faite. En même temps, comment dire ? D'abord, ça renvoie à cette idée que
On peut effectivement avoir des envies, prendre les choses comme des défis, des aventures, etc. Hein, et des mobilisations qui se font sans que pour autant des problèmes se posent. Si on vise l'élargissement, la pérennisation et l'engagement de tous, et si on veut que ça dure, c'est quand même bien parce que les gens ont un certain nombre de choses qui, j'ai envie de dire, qui aléatent, ou qui posent des problèmes, ou qui surviennent, qu'ils ont envie de répondre, ou des défis auxquels ils ont envie de répondre également. Moi, je ne discuterai pas le terme. Simplement, la plupart du temps, enfin, quand on suit des projets comme Initiative CAPA ou Pepieta ou bien d'autres qui ont eu lieu dans l'enseignement agricole, souvent, ce qui motive, c'est quand même de faire du mieux. Et à partir du moment où on dit faire du mieux, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est un peu en écart, qui est un peu différent, qui ne satisfait pas complètement. C'est dans ce sens-là que je veux dire les choses. Martine Croisier, je viens du CFPPA de la Côte-Saint-André, dans l'Isère. Je me demandais aussi si, pour lancer les innovations à l'échelle d'une équipe pédagogique, on ne pourrait pas développer, comme l'a fait notre directrice depuis 2-3 ans qu'elle est là, des formations collectives de l'équipe. C'est-à-dire systématiser en fin d'année, nous, on systématise 1 jour, 2 jours de formation sur quelque chose qui est nouveau ou qu'on connaît moins bien et qui concerne toute l'équipe. Et du coup, ça donne une dynamique aussi à l'équipe qui est plus facile de mettre en place que si moi, je vais me former dans un coin et que je reviens avec mes idées que les autres n'ont pas... Oui, alors on change presque un peu de sujet, mais je pense que c'est absolument décisif. J'ai la chance de pouvoir travailler, pas seulement pour l'enseignement agricole et sur l'enseignement agricole, mais j'ai toujours voulu absolument regarder les choses à l'extérieur, et on a beaucoup de bouleversements qui sont en train de porter sur la formation continue, la formation professionnelle aujourd'hui, et notamment beaucoup de réflexions sur ces questions. Il est clair que la modalité stage de formation est en crise depuis un certain nombre d'années, et que les aspirations des gens pour se former, pour préciser et aller dans le sens de ce que disait François, les aspirations, c'est de se former, non pas près de chez soi pour ne pas s'éloigner, mais pour se former notamment avec ses collègues et en équipe. Je crois que les formations qui sont trop, par exemple, disciplinaires ou trop liées à des spécialités, ça ne marche plus très bien et ça ne répond plus aux aspirations et aux demandes. Alors, ça reste pour un certain nombre de choses. Mais ce que vous dites est très essentiel, hein, c'est que les formations communes, en équipe, et sur le site. Pourquoi sur le site? Parce que sur le site, on peut évoquer, dans un certain nombre de cas, les problèmes qui sont ceux du site, qui sont de ce territoire, de cet environnement, de ce type d'élèves. Et je pense que vous soulignez quelque chose de tout à fait essentiel, que cette formation, elle se fait au plus près, d'où par exemple les expérimentations et ce qui va se poursuivre dans la loi sur la formation professionnelle, à savoir les formations en situation de travail, hein, qu'on appelle les FEST, et leur transformation d'ailleurs dans un cadre juridique. Hein. Donc comment construire des modalités d'apprentissage commun dans les établissements et au plus près des établissements, même si parfois ça vaut le coup de prendre distance, on le sait par ailleurs. Oui. J'ai une question. Bonjour, Chantal Courant, je suis de l'EPL de la Martinique, le Robert. D'accord. Alors, c'est vrai que le changement, c'est une nécessité pour certaines équipes, certains établissements également. L'innovation aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, mon problème, effectivement, c'est nous, enfin, Domiens, nous sommes éloignés donc, de l'Hexagone. Par conséquent, ça a pour nous un coût. Et c'est savoir effectivement comment gérer ce coût. Et je parle bien du coût financier. Alors, c'est vrai qu'il y a le coût financier, mais il y a aussi le coût par rapport aux intervenants, puisque nous sommes obligés effectivement de faire soit venir des experts, et effectivement, ça a aussi un coût financier. Donc moi, je passe immédiatement la parole à quelqu'un qui se trouve au premier rang. Vous alliez partir, je sais bien. Non, oui. Je sais pas, je passe la parole au premier rang, mais on peut répondre aussi d'une autre manière, et c'est peut-être plus ce qui est attendu. Comment dire ? Je pense qu'il y a une chose très, très curieuse qui se passe dans l'accompagnement des processus de transformation dans les équipes, souvent. Souvent, vous avez des équipes qui ne fonctionnent pas bien, où les gens croient ne pas savoir, et quand vous leur apportez un petit truc, et vous mesurez, alors entendez-le avec beaucoup de respect, vous mesurez l'ignorance
que semble avoir l'équipe avec qui vous travaillez. Les gens, il y a des trucs, vous dites, attends, ils n'ont jamais appris ça nulle part. Ouais. Bien. Et puis, à partir de peu de choses, une petite idée, une petite connaissance que vous apportez dans la relation avec l'équipe, d'un seul coup, ça leur donne des tas d'idées, il y a un développement. C'est la différence entre apprentissage et développement. Vous leur apprenez un tout petit truc, et d'un seul coup, ils en font beaucoup. Alors, j'insiste là-dessus parce que quand cette dynamique est enclenchée, une partie des membres formateurs ou enseignants des groupes, ils vont aller chercher de l'information, ils vont aller chercher de la connaissance. Et ils peuvent la partager aussi. C'est-à-dire que quand vous mettez en place des formations collectives par équipe, ça se fait dans certaines entreprises ou dans certains milieux de travail. C'est aussi qu'une partie de l'apprentissage, de la formation, peut provenir des ressources de ceux qui sont là. Et comme les équipes ont tendance à ignorer... Si on est dans le cadre que je disais tout à l'heure, à savoir on a des rassemblements, on découvre parfois qu'une partie des membres d'une équipe, ils savent beaucoup plus de choses qu'on pourrait le penser. Mais des fois, vous avez des profs qui sont des pédagogues. C'est-à-dire qu'ils ont lu de la recherche ou des ouvrages en éducation. Mais ils n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas le dire parce que des fois, c'est pas bien vu. Et quand vous commencez à faire travailler les équipes là-dessus, vous apercevez qu'il y en a qui savent plein de choses. Donc, je ne dis pas que c'est un moyen de résoudre les problèmes budgétaires, hein, mais je dirais que c'est aussi un moyen d'apprentissage. C'est aussi quelque chose qu'on a intérêt probablement à valoriser. Et quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils savent, c'est un vieux truc du travail, ça. Qu'est-ce que vous savez sur votre travail et qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition des autres? On a effectivement des fois beaucoup plus de ressources qu'on pourrait le penser. Donc évidemment, ça n'empêche pas de se faire aider par l'extérieur et votre problème reste le même. Hein, mais n'empêche que cette question-là est intéressante pour tout le monde. Merci Patrick. Voilà. Merci. Et donc, pour une fois, vous avez le PowerPoint sur Pollen.